Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Première émission mensuelle de Déclic aujourd'hui. On va du coup commencer avec la partie actualité Jamstack. Je sais pas si... Est-ce que Benoît, tu m'entends bien ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit freeze. Alors, j'entends bien, mais je vois que j'ai frisé sur l'image et j'ai Ouais, je l'impression vois qu'Amadou ça aussi. aussi. Alors attends, c'est Donc, bizarre un parce que... bon démarrage de Ah, ça Twitch Guest. c'est un démarrage de stream comme on les aime, hein, c'est pas... Vous m'entendez au moins? Ouais, alors je pense qu'on t'entend bien, même dans le... Je sais pas si dans le chat est-ce qu'on vous entend bien ou pas. Je pense que ça va revenir petit à petit. Yes, c'est Amadou, en c'est train de pareil. revenir. Tu peux parler, Amadou? Pour voir si Oui, t'entends. je vous entends. Heureusement, dans notre malchance, pendant le freeze, en fait, vous étiez en train de sourire, donc ça se passe plutôt. C'est ce que c'est vous avez. c'est plutôt une bonne chose. Ouais, bah non, ça a l'air de revenir. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, Benoît, que c'est une espèce de mise en mémoire tampon quand on utilise en fait Guestar, et à chaque fois que je change de scène, tu vois, ça fait ça, donc c'est un peu pénible. Bon, on va essayer de voir, et puis si jamais ça le fait trop, sur les prochaines émissions, on changera de solution, c'est pas grave. Donc, c'est bon, ça a l'air d'être bien revenu. On va commencer du coup avec ta partie, Benoît. Donc, toi, tu as besoin de partager ton écran si je me trompe pas. Yes. Ok, donc on commence du coup. Je te laisse la main. Tu peux partager ton écran et commencer à nous partager un peu l'actualité Jamstack Web. Allez, donc petit tour de l'actu de Jamstack. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Yes, c'est bon. Donc, juste pour rappel, cette petite chaîne Déclic, on l'a lancée ça fait 1 an déjà, et on l'a lancée en parallèle de l'agence qu'on a lancée il y a 2 ans, donc l'agence Speedbeam. Une agence où on s'est spécialisé sur les architectures headless, Jamstack, et on va voir, il y a un petit move qui se fait dans cette communauté-là. Donc, on part un petit peu plus vers ce qu'on appelle le web composable. Donc, la première actualité que je voulais vous partager, c'est autour de ça. Donc, c'est Netlify. Donc, Netlify, il faut savoir que c'est une entreprise qui propose des services d'hébergement et de déploiement automatisé de solutions Jamstack, qui est à l'origine des architectures Jamstack et de ce terme-là, qui est à la fois une architecture de développement web, mais qui est aussi toute une communauté de développeurs qui s'est étendue. Donc, avec tout un tas de solutions, Gatsby, Next.js, Astro, voilà, il y a plein de solutions qui sont développées autour de la Jamstack. Et tous les ans, ils avaient l'habitude de faire une conférence, donc une conférence qu'ils appelaient la Jamstack Conf, donc qui permettait de montrer un petit peu les actualités autour de la Jamstack, d'inviter des gens, de faire des confs, de partager les retours de la communauté de Jamstack. Et cette année, pour la première fois, ils ne refont plus la Jamstack Conf, ils l'ont renommée en Netlify Compose. Donc Compose, que vous voyez juste là, donc qui aura lieu le 18 et 19 octobre à San Francisco, pour ceux qui veulent y aller. Mais sinon, c'est aussi en virtuel, donc vous pouvez regarder en live, en ligne gratuitement. Et donc, ils ont renommé complètement leur conférence pour ce switch qu'ils font vers les architectures composables. Donc, en gros, c'est un peu un changement de nom, mais c'est surtout pour eux l'idée d'avoir quelque chose d'un peu plus global pour toucher des cibles un peu plus différentes. Donc, c'est-à-dire que eux, ils avaient cet écosystème Jamstack qui s'est un petit peu refermé. Il y a cette notion de composable est arrivée beaucoup dans le web, beaucoup aux États-Unis et beaucoup dans pas mal de solutions web, et ils ont envie de s'étendre pour pouvoir toucher un public un peu plus large aujourd'hui. Donc d'où ce move. Donc ils vont l'expliquer pendant cette conf. Donc ça a pas mal parlé dans l'écosystème Jamstack ces derniers temps autour de ce move-là. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se dire. Donc il y a beaucoup de gens de chez Netlify, mais ils ont invité beaucoup de sponsors aussi. Donc voilà, 2 jours de conf. Et du coup, on Et peut ça commence. s'inscrire déjà, Benoît? Ouais, vous pouvez vous inscrire directement là, en cliquant sur Register ici, vous inscrire, et vous aurez votre ticket pour regarder en live la conférence. Ok, Donc voilà. ça roule. Donc il y a un décalage forcément, vu que c'est aux US. Donc alors je suis pas très bon en heure, mais je pense que ça va être le soir chez nous, à partir du 17-18 h. Donc voilà, donc ceux qui veulent faire des nocturnes pour regarder, mais sinon Le ils ont replay, sinon, l'habitude ouais. de mettre l'habitude de mettre ça sur YouTube, genre Ok, 1 ou 2 mois après, quoi. ça roule. Voilà. Ok. J'en profite qu'il y ait Amadou, juste petite question, Amadou, sur alors juste Amadou, faut savoir qu'il est Google Developer Expert, donc il s'y connaît quand même, hein. Google Developer Expert sur la techno Angular, qui est un framework front.
Du coup, tu as de la chance de pouvoir échanger avec d'autres Google développeurs experts et toute la communauté Google. Et en plus de ton boulot que chez Air France, je voulais savoir si ce terme composable, tu en entends parler, s'ils en parlent un petit peu autour des autres développeurs experts, et qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Mais actuellement, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais je pense que c'est parce que le terme est nouveau. Après, les concepts, si j'ai bien compris, ce sont les mêmes que la Jamstack. Mmh. Et du coup, c'est des sujets dont on discute souvent, qu'on utilise à Air France, que j'utilise aussi sur mes projets personnels. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce rebranding. Je ne sais pas s'il y aura des changements sur le plan technologique, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer de m'inscrire à la conf Netlify Compose. Ah, Parfait. juste rapidement, du coup, je remercie les personnes qui arrivent dans le chat. Je suis désolé, on va essayer au fur et à mesure, évidemment. N'hésitez pas à poser des questions à Amadou, puisqu'il est hyper calé bon, de base sur les sujets Angular et tout ce qui est lié à Google, évidemment. Mais aujourd'hui, il viendra en tant qu'expert Tailwind, puisque ça va être le sujet du débat de notre mensuel, bien évidemment. Donc, bien sûr, dans le chat, on va regarder, prendre vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas, même Amadou et Benoît ont le chat sous les yeux, donc n'hésitez pas à poser des questions. Du coup, je souhaite la bienvenue à Xavier, évidemment. Je ne sais pas si je t'ai salué tout à l'heure, à Astomisty, également à Skybull LBV qui du coup nous rejoint, qui nous demande nos parcours. Vas-y, très rapidement, du coup, chacun peut-être peut présenter vite fait son parcours avant d'enchaîner sur la suite. Vas-y, commence Anto. Ouais, donc me concernant du coup, vu que je suppose c'est la première fois que tu arrives ici, donc Déclic est une chaîne dédiée du coup au développement web. Voilà, donc on est tous développeurs. On est donc une agence qui s'appelle PicBeam, qui est située à Toulouse, qui est du coup spécialisée dans les architectures composables, Jamstack, etc. Si ça te parle, comme disait du coup Benoît en préambule. Et on a ce média du coup Déclic pour parler un petit peu de toute cette actualité, accueillir des gens hyper calés, etc., pour parler de sujets assez tech. Me concernant du coup de base, je suis développeur avec une forte appétence pour la partie front et particulièrement j'aime aussi pas mal le design et le côté créatif. Voilà, donc beaucoup d'agences digitales, un peu de groupes, mais voilà, c'est plutôt le côté agence digitale qui me plaît. Du coup, Benoît, je te laisse la main. Ouais, mais bonjour Skybu, merci de nous rejoindre sur Déclic, c'est cool. Donc moi je suis dans le développement web aussi depuis une dizaine d'années. Je travaille d'abord dans une ESN, dans une entreprise de service, hein. Et puis après j'ai bossé dans le groupe BPCE, chez Informatique Banque Populaire pendant 4 ans. C'est là que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer Amadou pour des échanges autour d'un meet-up. On s'était rencontrés vu qu'on utilisait, nous, chez BPCE, le framework Angular, et c'était le cas aussi chez Air France pour Amadou. Donc voilà, donc je suis resté 4 ans là-bas et j'ai lancé l'agence PicBeam dont tu as parlé, Anto, juste avant. Il y a 2 ans et demi que l'agence existe. Donc voilà, on est spécialisé dans le développement web et on a lancé cette chaîne un petit peu pour, voilà, on est dans notre petite agence, on travaille tous les jours devant nos ordis. C'est l'occasion pour nous de pouvoir partager, on va dire, partager avec d'autres personnes, échanger avec d'autres personnes, faire notre veille aussi. Ça nous sert à faire notre veille et puis pouvoir la partager, essayer d'en faire quelque chose de digeste et surtout à rencontrer d'autres personnes. Je vois qu'il y a Xavier qui est dans le chat, qui est très cool, on a pu rencontrer d'ailleurs à Nantes et et t'as pas parlé Anto qu'on a lancé une vidéo sur YouTube qui est bien démarrée avec Ne me casse pas mes surprises, Benoît, s'il te plaît. J'ai mon ah, programme. J'ai mon programme. voilà, Euh, bon, grosso modo, voilà, fan de web et plutôt aspect front web. Vas-y Amadou. Donc moi, c'est Amadou Sall, je suis originaire du Sénégal. Donc je suis venu en France après mon bac. Et comme la France m'a plu, je suis resté après mes études. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Air France. Voilà. Donc depuis à peu près 7 ans, je suis spécialisé en web, principalement Angular. Je suis aussi Google Développeur Expert en Angular, donc, qui est un titre qui m'a été attribué par Google pour mes contributions au monde open source à Angular, et aussi pour mes articles de blog que vous pouvez retrouver
sur amadoussal.com ou sur monsieurangular.com. Je vais partager les Tu liens. tu maintiens les 2, Amadou, du coup? Tu gères les 2 blogs en même temps? Comment tu choisis si tu mets sur l'un ou l'autre? Je sais même pas, parfois je suis inspiré en français, j'écris en français. Parfois c'est en anglais. En fait, amadoussal.com c'est en anglais, Ah monsieurangular.com oui, .com c'est en français. Ok. OK. Voilà pour la présentation des trois, du coup, ça te permettra de donner un petit aperçu. Du coup, je te laisse reprendre le fil peut-être, Benoît, pour pas qu'on perde trop la dynamique. Ouais, ça marche. Donc, du coup, on est en train de parler d'actualité, du coup, actualité web. On a commencé, du coup, avec cette première conférence, du coup, annoncée par Benoît. Donc, je te laisse continuer, du coup. Ouais, et juste pour te répondre, du coup, Amadou, on était en train de parler du switch de la Jamstack vers les architectures composables. Et ce terme-là, composable. Pour moi, le switch kiffant, c'est en gros Jamstack. À la base, le terme a été créé pour Jam, pour JavaScript API Markup. Donc, ce terme a été créé à la base pour les sites statiques. Ça s'est un peu évolué avec le temps. Et c'est globalement pour faire des sites et des apps orientés performance avec des architectures découplées. Et pour moi, il prend ce switch aujourd'hui parce que à la base, Netlify hébergeait les sites statiques, mais aujourd'hui, il prend plus que ça. Il propose différents outils. Donc, il propose des connecteurs avec toutes les solutions web qui se développent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils partent vers ce move composable. Donc, en gros, ce qu'il faut juste retenir des architectures composables, c'est et pourquoi ça s'appelait aujourd'hui, c'est que pendant des années, les entreprises ont fait le choix de partir sur des architectures monolithiques, donc en faisant des choix de techno où ils étaient assez verrouillés. Et une fois qu'on fait cette verrouille, on est obligé d'y rester. Le terme composable fait que on va construire des briques avec des logos, hein, plus ou moins, et on peut interchanger les briques. Et ça, c'est ultra important dans le monde aujourd'hui où ça va super vite, ça va très très vite. Le web, il y a des nouveaux outils qui sortent tous les 4 matins. Donc il faut absolument avoir la capacité de switcher de techno, de switcher de modules, de switcher de solutions, d'API pour rester rapide, agile et gagner en flexibilité, quoi. Je te coupe un petit peu, Benoît. Est-ce que tu peux repasser en plein écran puisqu'on vient de prendre un raid, du coup, un petit raid. Merci beaucoup, du coup, à. Alors, je vais essayer de bien prononcer. Lenra J'ai même pas Fordev vu. qui vient de nous raid avec 4 nouveaux viewers. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, les raiders. Bienvenue sur ce stream, du coup. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, du coup, on va se représenter. Enfin, je vais représenter très rapidement, mais après, on est obligé d'enchaîner sur l'émission. Je suis désolé. Donc, nous, c'est Déclic. On est une émission dédiée développement web, donc principalement technique, mais web. Et donc aujourd'hui vous arrivez sur notre mensuel. On fait une émission mensuelle le premier mercredi du mois en fin de journée pour parler un petit peu d'actualité web. Et ensuite, donc là, Benoît est en train de présenter très rapidement l'actu en un petit quart d'heure. On va essayer en tout cas parce que là je vois que le timing passe hyper vite. Et ensuite surtout on enchaînera sur un débat autour de Tailwind CSS. Donc c'est notre sujet du jour. Donc vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à vous installer. Encore merci beaucoup pour le raid, n'hésitez pas à aller voir du coup Lenra for Dev. Et bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à follow bien sûr pour être prévenu des prochains streams, puisqu'en plus des mensuels, du coup on fait des interviews assez régulières sur cette chaîne. On est présent bien sûr sur Twitter, on est présent sur toutes les plateformes si jamais vous souhaitez être tenu au courant. Voilà, je te laisse du coup enchaîner, Benoît, et encore merci pour le raid. Yes, mais bonjour à tous, hein. Et merci encore pour le raid. Alors, j'étais en train de brosser un petit peu l'actualité qu'il y a autour du web et autour particulièrement de l'écosystème Jamstack. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une architecture de développement web un peu qui s'est modernisée depuis quelques années et qui permet de faire des sites et des applications web sécurisées, performantes et avec beaucoup de flexibilité. Et il y a un switch qui est en train de s'opérer vers les architectures composables, de par une solution web qui est bien implantée aujourd'hui, qui s'appelle Netlify, donc qui est une solution qui permet d'héberger et de déployer des sites et des applications web directement dans le cloud. Donc c'est une super solution. Ce que je disais, c'est qu'ils font une conférence qui aura lieu dans un peu moins d'un mois, ce mois-ci, hein. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Si tu peux partager le lien, Anto, dans le chat. Ouais, je ferai ça. Vas-y, je te laisse enchaîner Voilà. parce que sinon on n'aura Donc, pas je crois trop de temps que après pour le débat, donc vas-y, enchaîne. je vais vite. En plus, Amadou, il nous a dit à 6h, il faut que je parte. Donc, vous avez intérêt de vous grouiller. Et là, Amadou, il est en train de se rendre compte que ça passe très, très vite.
Allez, on avance. Netlify, juste dans cette mouvance-là et en rapport avec ces architectures composables, ils viennent de déployer ce qu'on appelle le Netlify Software Development Kit. Donc, ils ont développé un SDK qui va permettre de déployer de manière un peu plus globale des architectures composables et qui va permettre d'interconnecter Netlify avec plein de solutions. Donc, vous voyez, il y a plein d'intégrations, plein de connecteurs. Et on a ce SDK qui permet de développer beaucoup plus rapidement et de pouvoir se connecter à plein de plateformes autres que Netlify. Donc ça, c'était une actu pas mal qu'a montré Netlify il n'y a pas longtemps. Voilà. À côté de Netlify, le gros concurrent, en gros, aujourd'hui, c'est une solution qui s'appelle Vercel, qui est comme Netlify, qui permet d'héberger des solutions web aujourd'hui. Vercel a développé et maintient aujourd'hui la solution Next. Next qui est, c'est le framework de développement web qu'on apprécie le plus chez Pigbeam aujourd'hui. On en a testé pas mal, mais tous les derniers projets, on les fait avec Next aujourd'hui. Donc on regarde quand même de près les autres solutions qui se lancent, mais pour nous, c'est vraiment peut-être le plus abouti, où on sait qu'il y a une team derrière avec une entreprise qui le maintient bien. Et en même temps, ils font eux aussi leurs conférences, pas très loin après Netlify, ils sont malins, pour partager toute l'actualité de Next. Donc vous pouvez, ils ont fait un site un peu stylé là où on peut récupérer sa place directement en live et on peut la customiser en mettant des petits stickers dessus, et puis ça vous permet de partager après sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de prendre votre place, vous pouvez la prendre directement. J'ai pas vu qu'il y ait pack B, pack C, ça marche pas. Bon, bref. Donc Next qui va présenter un peu toutes les nouveautés, et notamment la dernière version de Next qu'ils ont sorti. Donc Next a sorti une version 13.5 récemment, le 19 septembre, avec pas mal de choses. Ils sont vachement focus sur la partie performance. Donc on voit qu'il y a des gros améliorations en termes de performance, et puis ils ont corrigé pas mal de bugs, 438, donc c'est pas mal. Donc c'est une belle version qu'ils ont sortie, et dans leur article là, ils montrent un petit peu le déploiement de Next 13. Il faut savoir, Next 13, ça a été une version qui a changé pas mal de choses chez Next, et notamment l'arrivée de ce qu'ils appellent l'App Directory, donc l'App Router. Donc ils ont changé la manière de gérer le routing à l'intérieur de Next, et ça change pas mal la structure pour développer ces apps Next. Donc on voit l'adoption en fait de l'app router par rapport à ce qu'on avait avant, le page router. Donc c'est pas encore, voilà, ça c'est dans le top 1 million des sites qui sont faits avec Next aujourd'hui. L'adoption n'est pas encore énorme, mais ça commence à prendre petit à petit. Voilà sur les actualités de Next. Autre chose que je voulais partager rapidement, qui peut intéresser des gens ici, même si vous ne connaissez pas trop la Jamstack, l'architecture composable. Il y a Léa Verrou qui a lancé, donc qui est connue, c'est une personne connue dans le design, dans l'UX, dans le dev web, et qui a lancé State of HTML avec donc il y a State of CJS qui sort tous les ans, il y a State of CSS, et elle s'est lancée à faire State of HTML pour prendre un petit peu, voilà, pour récolter des connaissances. C'est une sorte de sondage auprès de tout l'écosystème des développeurs, qui permet d'avoir un sondage en gros sur tout un tas de questions sur le HTML. Genre typiquement la première question, c'est les data lists. Tu connais les data lists, Amadou? Non, c'est quoi les data lists? Ben voilà, donc tu aurais répondu non, je ne connais pas les data lists. Et voilà, donc il y a tout un tas de questions sur des fonctionnalités de HTML, et l'idée c'est de répondre pour savoir un petit peu toutes les fonctionnalités d'HTML connues par les développeurs. Donc, beaucoup ne sont pas utilisées, mais il y a pas mal de choses qui sont cool. Sachant que de base, ce dont vous parlez, alors tu me diras si je me trompe ou pas, mais de base, ce dont vous parlez, Benoît, le State of CSS et State of JS, généralement, ça va être une espèce de méga questionnaire, j'allais dire, qui est posé à une grosse communauté de devs pour connaître chaque année les pratiques, on va dire, en termes de JavaScript ou en termes de CSS, du coup, savoir qu'est-ce qui est le plus utilisé,
dans quel Ouais. cadre, etc. C'est vraiment une espèce d'enquête de satisfaction, on va dire, balancée sur une grosse population de devs pour savoir un petit peu dans quel état, comme son nom l'indique, dans quel état se trouve le JavaScript ou le CSS et savoir ce qui est le plus prometteur pour les années à venir. En gros, c'est un peu ça, si je me trompe pas. C'est exactement ça. C'est voir l'utilisation des gens de ces technos-là, quoi, du JS, du CSS Yes. et de HTML. Et ce qui est bien, c'est Ouais. que tu sais, dans le JS, il y a une guerre des frameworks. Dans le HTML, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que tous ceux qui font du développement web front-end utilisent le HTML. Ouais, sur ça, il n'y a pas trop de débat, quoi. Donc c'est cool. Ok, du coup, Benoît, je sais pas si tu avais d'autres actus à nous partager avant d'attaquer la table ronde. Non, mais on va passer à la suite. Je voulais parler d'autre chose, mais c'est pas forcément grave. Je voulais Ouais. juste partager que ces actus que j'ai partagées là, nous, on fait une petite newsletter toutes les semaines qu'on a appelée La Tartine, qui est disponible sur LinkedIn. Et en gros, voilà, sur chaque numéro, on essaye de prendre un petit sujet et de le traiter. Donc là, cette semaine, c'était les avantages de Jamstack avec le SEO, pour le SEO. Et puis, on met des petits Jamstack, donc un peu des articles qu'on a trouvés sur les actualités autour du web et autour des architectures composables et de la Jamstack. Donc, La tartine qui est également je crois qu'on peut le retrouver également sur LinkedIn si jamais vous êtes plutôt team LinkedIn de mémoire, il me semble ouais, qu'il y a là, une je le page partage sur LinkedIn, donc je vous conseille de vous abonner plutôt sur LinkedIn. Ok. Voilà, on est à la 25e édition, donc on tient, ça fait 25 semaines non-stop qu'on écrit un petit actu tous les mardis. Donc si vous voulez suivre et voir un petit peu les actualités, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à faire des retours aussi si vous souhaitez qu'on rajoute certaines choses dedans. Voilà. Ok, merci beaucoup Benoît pour toute cette présentation. Donc rapidement, avant d'enchaîner du coup et d'entrer enfin sur le débat tant attendu du coup sur Tailwind, je vous rappelle aussi que on a une chaîne YouTube et que on a sorti une vidéo. Donc je sais qu'il y a Xavier Nocode qui doit être présent dans le chat. Je vous partage ça rapidement. Donc hop, je vous partage mon écran. Donc sur YouTube, on a sorti une vidéo sur Xano du coup, je sais pas si vous connaissez ou pas, qui est un outil no-code qui se veut remplacer un petit peu le développement back-end. Donc on va voir si l'outil va réussir à tenir ses promesses. Mais en tout cas, on a sorti une vidéo du coup hier soir qui marche pas si mal, puisque en 22 heures, on a fait 237 vues à notre échelle, c'est énorme. et du coup, voilà, on a changé un petit peu au niveau du format. Vous allez voir, c'est quelque chose qui dure 6 minutes. Ça vous présente globalement Xano, comment c'est. Est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qui peut remplacer le dev back-end. Le principe de Xano, c'est un outil no-code en fait qui va venir vous permettre de créer complètement un back-end entier, mais sans une ligne de code en théorie. Donc voilà, on l'a testé en live. Donc cette vidéo est là pour vous présenter très rapidement l'outil en moins de 6 minutes. Et puis si jamais vous voulez en savoir un peu plus, on a notre chaîne du coup Déclic Replay sur laquelle vous aurez la possibilité en fait d'aller voir un test complet avec Xavier du coup qui est ici présent, Xavier Nocode, et qui est expert Xano. Donc je vous mets le lien dans le chat, je vous mets le lien de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, nous faire des retours, mettre des commentaires aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de retours et on aimerait bien savoir du coup si ça plaît aux gens, c'est hyper important. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo. Ceci étant dit, le décor étant planté, nous allons du coup pouvoir enchaîner. Merci beaucoup pour ce petit tour d'actu du coup Benoît. On va pouvoir commencer sur notre table ronde et notre petit débat, on va dire, avec un sujet aujourd'hui, un sujet de taille puisqu'on va s'attaquer à Tailwind CSS. Donc Tailwind CSS qui est, je dirais, on peut qualifier de framework, je pense quand même, Amadou, tu me dis si je me trompe. Un framework CSS qui est un petit peu nouveau, avec une approche un petit peu nouvelle. Donc très rapidement, j'ai quelques petites notes que je vous lis très très vite pour planter le décor, mais sachez qu'on va considérer que si vous venez sur cette interview concernant Tailwind CSS, c'est que déjà vous êtes utilisateur, utilisatrice potentielle, plus ou moins avancé, ça c'est pas un problème, mais que vous avez déjà quelques notions. Mais voilà, très rapidement pour replanter le contexte. Donc Tailwind CSS, c'est une solution, un framework CSS qui apparaît dans un contexte où en fait on constate qu'il y a un certain nombre de difficultés en quelque sorte à faire de l'intégration CSS, donc à faire du style pour les pages web, surtout à moyen et long terme. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés? Parce qu'il y a des soucis de maintenabilité, c'est-à-dire que quand vous voulez créer une page HTML, CSS, souvent vous avez nécessité,
même systématique, vous devez créer des classes, c'est la façon de base côté HTML, et puis vous réutilisez ces classes CSS pour pouvoir appliquer des propriétés de style. Le problème, c'est que quand vous êtes dans un contexte de gros projet, avec de la maintenabilité, avec des choses un peu à long terme, vous pouvez avoir un souci, notamment au niveau du naming des classes, puisque voilà, à chaque fois, vous devez inventer un nouveau nom au fur et à mesure. C'est des noms qui, des fois, ne parlent pas systématiquement à tout le monde, à toute une équipe. Et puis, il peut y avoir aussi des soucis des fois de conflit, il peut y avoir, on peut dupliquer certains noms parce qu'il y a des grands projets dans lesquels on n'a pas toute la vision, etc. Il peut y avoir des soucis de collision, etc. etc. Donc ça manque un petit peu de convention, on va dire, surtout quand vous devez faire une transition. Typiquement, vous créez un projet, puis quelqu'un reprend votre projet derrière en dev. Il n'y a pas vraiment de convention, donc la personne arrive dans votre projet, vous avez nommé telle classe comme ça, pourquoi, enfin voilà, il y avait un petit souci à ce niveau-là. Et dernier souci, toute la partie code mort, puisque quand on va faire évoluer un projet, potentiellement il y a des parties de CSS qui ne seront plus utilisées pour une raison X ou Y, le projet a évolué, le design, etc. Et des fois on ne fait pas toujours le clean de côté CSS du code qui ne nous sert plus. Donc ça c'est aussi une problématique. On est dans un contexte, pour rappel, où il y a d'autres frameworks, bien sûr, il y a d'autres frameworks CSS qui existent, du Bootstrap et j'en passe et des meilleurs. Le seul souci avec ces solutions-là, c'est que ça crée un petit peu de monotonie. Très souvent, notamment Bootstrap, on voyait très très rapidement quand ça a explosé, les gens qui utilisaient Bootstrap, parce que en termes de design, c'était toujours plus ou moins, ça avait un peu la même tête. Il y avait moyen d'override, enfin de réécrire un petit peu le comportement du framework, mais à la base c'était plutôt des solutions qui sont faites pour être utilisées telles quelles, et donc voilà, il y a une espèce de monotonie des fois qui pouvait s'installer. Donc on est dans un contexte, pour vous replacer, où on est entre soit faire du CSS vanilla, donc vraiment quelque chose de très très flexible, mais plus compliqué à maintenir sur le long terme si on ne travaille pas bien, et des frameworks beaucoup plus rigides, avec cette notion de monotonie qui était, voilà, donc on cherche un peu un entre-deux en quelque sorte. Et du coup, c'est là que donc en 2017, je ne vais pas vous faire un historique très long, je vous rassure, mais juste pour avoir des dates clés, 2017, Tailwind CSS apparaît, donc il y a 3 cofondateurs si je ne me trompe pas, mais le plus connu étant Adam Watam, que vous connaissez peut-être, que vous suivez peut-être sur les réseaux. Et donc l'idée de base, c'est de simplifier le développement web en évitant toute cette partie de répétition de code CSS et conserver quand même une grande flexibilité. Novembre 2018, c'est la première version stable, donc la version 1.0 qui est publiée, avec une base, on va dire, au niveau du framework, qui va nous donner un petit peu les fondations sur comment ça fonctionne, et tout un tas de propriétés, type mise en page, typo, couleur, etc., etc. En 2020, du coup, on a la version 2, qui est une nouvelle mouture un peu plus avancée, en ce sens que il y a des nouvelles features qui apparaissent plus avancées, type la gestion du dark mode. Il y a un nouveau plugin, j'ai relevé aussi, dédié à la mise en forme des formulaires. Il y a la notion d'extend, le apply aussi dont parlait tout à l'heure Amadou. Il y a tout un tas de propriétés plus avancées. 2020-2021, on assiste vraiment à une grosse explosion et une grosse adoption en fait de ce framework qui vraiment se fait une vraie place. Et puis en 2022, j'ai noté 2022 aussi comme date clé parce que c'est la dernière version majeure, donc la V3, puisqu'aujourd'hui on est en V3.3.3. C'est pas très compliqué à retenir, c'est 3.3.3. Donc voilà, c'est dans ce contexte qu'on se place. Et donc aujourd'hui, qu'apporte Tailwind de façon très concrète, contrairement au framework que je dirais traditionnel, c'est que Tailwind ne va pas nous fournir des composants prédéfinis, des boutons, des cards, etc., etc. Et il va plutôt nous apporter en fait donc une approche dite utility first. Et je pense que c'est le bon point de départ du coup de cette discussion. Est-ce que déjà toi peut-être Amadou tu peux nous rappeler en quoi consiste cette approche utility first? Alors on a à nouveau une petite saccade, ça va passer d'ici quelques instants, ne vous inquiétez pas. En tout cas le son est très très bon, donc voilà, il n'y avait pas de problème. Donc est-ce que du coup Amadou, pour commencer déjà sur ce débat, tu peux nous résumer en quelques mots en quoi est-ce que Tailwind a une approche différente d'autres frameworks, en quoi est-ce qu'il résout notre souci, et qu'est-ce que c'est finalement cette démarche de utility first? Ok, donc je vais essayer. Après, je pense que tu l'as très bien expliqué. Donc l'approche Utility First consiste à utiliser des classes utilitaires pour styler ces éléments HTML. Ok, C'est quoi une classe utilitaire? C'est une classe qui s'occupe d'un seul aspect de notre CSS. d'accord. Par exemple, si tu veux faire en sorte qu'un élément soit de display block, au lieu d'écrire du CSS
créer une classe que tu vas appeler, je sais pas, MyCard, où tu vas mettre display block, Mhm. mais tu vas juste utiliser une classe utilitaire qui va s'appeler block Yes. dans Tailwind. Bootstrap a ça aussi. Dans Bootstrap, c'est d-block pour display block. Ok. Et du coup, tu vas composer tes classes utilitaires pour construire ton design. Mhm. Donc là, on le voit à l'écran, un exemple de l'utilisation des classes utilitaires pour construire un design, sachant que derrière, c'est juste du CSS qui est généré. Ok. Donc véritablement, là, tu me confirmes l'idée que Tailwind ne va pas être comme je dirais d'autres approches qu'on avait auparavant. Tu vas pas arriver en fait avec des composants préfaits, c'est-à-dire que typiquement ce qu'on faisait par exemple sur du Bootstrap, tu pouvais faire, tu avais un bouton, tu faisais BTN et du coup il te stylait de base un bouton, mais qui en gros ressemblait à ce que faisait aussi le voisin, puisque lui aussi utilisait la classe BTN, quoi. C'est en ça que c'est différent, quoi. Exactement. Donc, il n'y a pas de composant prédéfini pour ton bouton. Mais tu pars de zéro et tu Ouais. composes des classes utilitaires pour rajouter tous les styles qu'il faut à ton bouton. Ok, d'accord. Et alors, au-delà de cet aspect, je veux dire, alors bien sûr, là je pose des questions, hein, mais bien sûr, sentez-vous, on est dans une discussion. Là, on essaye de poser rapidement le décor pour que tout le monde soit bien au fait de ce qu'est Tailwind. Après, on ira plutôt sur des questions un peu plus, voilà, de l'ordre de l'adoption, etc., et des retours d'expérience, puisque toi, tu as bossé dans des groupes, donc tu as un retour d'expérience là-dessus. Au-delà de ça, moi, parce que bon, j'ai déjà testé un petit peu Tailwind, j'en fais depuis pas hyper longtemps, mais la première chose généralement qu'on nous oppose en fait quand on utilise ça, c'est oui, mais le problème c'est que c'est trop verbeux, c'est-à-dire que côté HTML en fait, c'est le principe, hein, c'est que du coup, de base, tu es censé scinder ton HTML et ton CSS. Et là, en fait, on va arriver et on va utiliser le HTML et les classes à fond. Donc, tu peux te retrouver avec des classes et des attributs classes hyper longs, quoi. Ça, c'est ce qu'on oppose en règle générale. Mais moi, j'entends deux choses dans ce que tu dis. Ouais. Donc, il y a déjà le fait de séparer comment dire, les problématiques, Ouais. donc de séparer le HTML et le CSS d'une part. Et l'autre partie, c'est du fait que dans Tailwind, quand on utilise Tailwind, tout se passe dans l'HTML, c'est un peu verbeux. Mhm. Donc, pour la première partie, donc le fait de séparer le HTML et le CSS, bon, je pense que à l'école, c'est ça qu'on nous a appris. On nous a appris qu'il fallait séparer le CSS du HTML. Après, c'est une séparation artificielle parce que dans tous les cas, les deux vont ensemble en fait. Aujourd'hui, une page web sans HTML, ça n'existe pas. Une page web sans CSS, ça ressemble pas à grand chose. Et le web a évolué. Donc le web a évolué. Vas-y. Pardon, je pense pour préciser un peu mon idée, je pense aussi que cette notion de distinction HTML-CSS, elle était aussi très liée, je pense, à cette notion peut-être qu'on avait et qu'on a toujours, hein, de se dire, tu as d'un côté les devs back-end et de l'autre les devs front-end, et du coup le dev back-end va être responsable un peu de ce qui va être généré en termes d'architecture, et le front s'adapte. Ce qui dans les faits n'est pas véritablement vrai, puisque en règle générale on sait très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que le back va faire un peu son architecture, le front va faire un peu ses styles, et puis il va lui demander d'adapter quelques classes, donc voilà. Mais peut-être aussi que l'origine elle est aussi de là, de dire ben voilà, ce côté back-end front-end, et du coup ben, tu avais la partie entre guillemets voilà, HTML plus sémantique on va dire, et le style qui était plus pour l'ordre des fronts, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, tout à l'heure, Benoît parlait d'architecture composable de Jamstack. Donc, c'est vrai que le monde du développement a évolué. Et du coup, aujourd'hui, les développeurs front-end ont plus de responsabilités. Ouais. Avant, certainement, le HTML était généré par le back-end. Aujourd'hui, c'est très rare que ça soit le cas. Donc, quand on utilise un framework comme Angular, par exemple, et tout le HTML est construit côté JavaScript. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette séparation, en fait, elle était artificielle. Il y a des gens qui ont dit que la bonne pratique était de séparer les deux. Mais finalement, dans la pratique, les deux étaient intrinsèquement liés, en fait, Ouais, bien parce sûr. que ta classe que tu définissais dans ton CSS, il fallait utiliser le même nom dans l'HTML pour que ça fonctionne. Et comme les frameworks aujourd'hui et que le monde du développement web a évolué, on est plus dans une approche orientée composant. Ouais. Et c'est quoi un composant aujourd'hui? C'est le comportement, le JavaScript, le style, le CSS et le markup qui est le HTML. Donc, tu ne peux pas vraiment séparer les trois. Après, même avec l'encapsulation, tu vois, le fait d'encapsuler tous les problèmes de collision, par exemple, etc., tout ça, ça peut être réglé avec ce genre de choses, du fait que tu as une approche composable. Exactement.
Exactement. Tous les problèmes qu'on avait avant, où on écrivait du CSS global, Hmm. on ne savait pas ce que ça impactait sur la page. Bon, Mm. aujourd'hui, on a moins ces contraintes-là. Même si, en fonction du framework que tu utilises, l'expérience est différente, mais ces problématiques-là ont plus ou moins disparu, entre guillemets, parce que tous les frameworks aujourd'hui offrent une façon de faire de l'encapsulation Hmm. des styles. Ok, et donc sur cette partie lisibilité du HTML, puisque effectivement on a... Enfin, ça c'est, je pense généralement, sans vouloir troller. Hein. Alors évidemment dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je vois que tout le monde écoute religieusement. Posez des questions, on va les prendre au fur et à mesure. Là on est vraiment en mode discussion. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont déjà utilisé Tailwind? Oh, je sais qu'il y a Oui, Alexis qui me troll assez régulièrement sur Tailwind. Il doit bien être présent dans le chat, je pense. Ouais, souvent on oppose, on met cette question du... comment ça s'appelle? Cette question de la lisibilité. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit et, Mm. et c'est vrai parce que je le pensais sincèrement, quoi. C'est-à-dire que il faut voir suffisamment en fait l'apport que peut te donner Tailwind pour te rendre compte véritablement que ça compense tout ce côté un peu brouhaha dans ton HTML, tu vois. Non, exactement. Moi, je pense qu'il n'y a pas une solution qui a que des avantages et qui n'a pas d'inconvénients. Donc, comme Mm. toutes les technologies, Tailwind a aussi des inconvénients. Et ce que tu viens de dire, Anto, est vrai. Quand tu fais du Tailwind, vu que tu rajoutes plein de classes utilitaires à ton HTML, mais ça peut devenir moche. Ouais. Après, pour moi, il y a deux aspects dans cette partie lisibilité du HTML. Quand tu es l'auteur du HTML, quand tu es en train d'écrire le code HTML avec Tailwind, c'est hyper facile. Tu comprends tout ce que tu fais. Mm. Tu n'as pas de problème de lisibilité. Par contre, une fois que tu auras fini de développer avec Tailwind et que tu vas soumettre ta pull request, la personne qui va lire ton code, peut-être que pour elle, ça va être plus difficile en fait. Il va se poser plein de questions. Est-ce que cette classe-là utilitaire, cette classe utilitaire spécifique, est-ce qu'elle était nécessaire? Mhm. Du coup, moi, je pense qu'effectivement, ça fait partie des inconvénients de Tailwind, le fait d'avoir un HTML un peu verbeux. Ouais, tu peux pas avoir tout de parfait, c'est sûr. En termes de lisibilité, Benoît, parle bien en face du micro par contre, s'il te plaît. Juste. ouais, non, je disais en termes de lisibilité, effectivement, il y a le problème quand tu vas mettre beaucoup de classes et du coup, tu peux avoir un élément avec, je sais pas, 2-3 lignes de classe si tu en mets plein. Il y a la possibilité tout de même de pouvoir raccourcir tout ça en utilisant le @apply de Tailwind et de créer une classe. Du coup, tu peux créer ma classe, par exemple, et dans ta classe, mettre un apply de toutes tes classes Tailwind. Ça, tu peux réutiliser ta classe et la mettre à plusieurs endroits Ouais. si tu fais la même chose à plusieurs endroits. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, toi, Madou? C'est pas une bonne pratique, je crois, hein, Amadou, il me semble. Il me semble. Enfin, oui, je l'ai utilisé, je l'utilise pour des besoins spécifiques. Mm. Mais sinon, l'auteur du framework Tailwind a dit qu'il avait inventé ça pour éviter que les gens le fassent chier. Énorme. Parce que sinon, tout le monde allait dire, ouais, mais comment je fais pour regrouper toutes mes classes? Ouais. Bon, je pense que c'est mieux d'utiliser le @apply Ouais. que de refaire du CSS. Parce qu'au Ouais. moins, quand tu utilises le @apply, tu l'appliques à des classes utilitaires Tailwind. Donc, tu restes en quelque sorte dans le framework Ouais. Tailwind CSS. Mais dans la pratique, si tu utilises un framework de développement moderne, tu as quand même un moyen de créer des composants réutilisables sans utiliser le apply pour encapsuler un ensemble de classes Ouais. CSS. Oui, parce que derrière, alors juste petit aparté, Orocam qui nous dit qu'il n'utilise pas Tailwind, qu'il utilise son CSS perso. Est-ce que du coup tu peux nous dire pour quelles raisons? Parce que visiblement tu as déjà testé Tailwind. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans l'expérience et voilà, sur lequel on peut discuter? Parce que le but c'est aujourd'hui c'est aussi de challenger Tailwind. Il y a une grosse adoption grosso modo de la communauté, mais nous on est là aussi pour les personnes qui peut-être seraient réticentes là-dessus. J'en faisais Par partie, rapport à, j'en faisais partie jusqu'à ça, hier. juste pour Ouais. rebondir, excuse-moi Anto, Ouais, est ce que dit Rocam, moi j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont réticentes à Tailwind sont des personnes qui aiment fondamentalement le CSS. j'aime Et fondamentalement le CSS. Mais pour qui aiment autant, fondamentalement non, mais pour autant, le CSS, pour moi, ça a toujours été un langage un peu mal aimé des ah développeurs oui, front. clairement. Et Il mal y en a vu, je beaucoup trouve. qui. Mal vu dans le sens Et ma- où tu as et- l'impression que c'est simple, en exactement, fait, c'est très compliqué de le maîtriser. exactement. Et c'est mal vu. Et du coup, très souvent, le CSS, tu te retrouves à avoir plein de code qui te sert à rien et c'est très dur en termes de maintenabilité et de
et de dette technique. Donc, très souvent, quand tu sais pas si quand tu supprimes une classe et tu vas peut-être la laisser dans ton CSS parce que tu sais pas si elle sert ou pas. Donc, tu Ouais. te retrouves avec plein de code mort qui sert à rien au bout d'un moment si tu fais mal ton travail. Par contre, les gens qui aiment le CSS, ils ont tendance à le faire très bien et à le faire proprement dans Mmh. leur CSS, à utiliser les variables, et Ouais. cetera, à utiliser ça. Donc, ils vont bien le faire. Donc, moi, toutes les personnes, en tout cas, que j'ai vues réticents à passer à Tailwind, c'est des personnes qui aiment fondamentalement le CSS et qui savent bien s'en servir. Et par rapport à ça, Amadou, est-ce que toi, tu aimais le CSS avant de passer à Tailwind? Alors, moi, j'aime le CSS. Donc, comme tout le monde, je pense que je suis passé par plusieurs phases, hein. Au début, je détestais le CSS. Je pense que c'est parce que j'étais nul en CSS. Et un jour, je me suis dit, mais je suis dev front-end, il faut que j'apprenne le CSS. Donc, je me Mmh. suis mis à apprendre le CSS en profondeur et Ouais. à essayer de comprendre pourquoi tel comportement. Ouais. Donc, et au fur et à mesure que je maîtrisais du coup le CSS, j'ai développé du love pour ce langage. Bon, je Mmh. pense que bon, voilà, le CSS, c'est comme ça, hein. La plupart des gens n'aiment pas, mais Mmh. plus tu en fais et Mmh. plus tu le Plus tu maîtrises, l'apprécies, plus ouais. tu D'accord. apprécies en fait. Parce que Mmh. franchement, avec le CSS, on est capable de tout faire. Ouais. Plus de Mais flexibilité. je Je trouve que ça réconciliait des gens qui n'aimaient pas forcément le CSS grâce à Tailwind, mais il faut quand même savoir que, comme dit Alexis, hein, fondamentalement, ça reste du CSS. Si vous ne savez pas faire du CSS, c'est pas avec Tailwind que vous allez, l'apprendre forcément. Donc Mmh. c'est bien il faut connaître les classes, il faut connaître comment fonctionne le CSS et après on utilise les utilitaires pour gagner en productivité, hein. Je pense que c'est le truc de base, hein. Ça t'aide à gagner en productivité, en maintenabilité et surtout ça t'évite de créer systématiquement, Ouais. sur certains frameworks, ton fichier, CSS, juste pour écrire, des fois, 3 lignes alors que Bon, après, t'es quand même alors obligé que d'instancier Tailwind au début, hein, donc c'est pareil, il y a quand même du boulot au début d'instanciation dans tous les cas. ouais, une fois tu le fais une fois et une fois que c'est fait, Mmh. et puis ils ont mis, tout ce qu'il faut pour le faire bien sur tous les frameworks front, pour toutes les solutions Mmh. front aujourd'hui, quoi. Ben, Juste, excuse-moi, je voulais rappeler rapidement, parce que ça, c'est peut-être un truc sur lequel c'est hyper important qu'on n'a pas trop rappelé, c'est la notion aussi de tree checking derrière. Parce que quand on parlait du apply, je voulais revenir sur cette notion de apply, en quoi c'était aussi une mauvaise pratique. C'est que de base, théoriquement, si vous faites du pur Tailwind dans votre projet, vous n'aurez pas plus de CSS à l'arrivée que ce que Tailwind vous fournit en fait. Et ça, c'est hyper important. Et même, ils vont vérifier est-ce que vous utilisez telle ou telle classe, et donc vous apportez uniquement le CSS nécessaire. Et donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, vous avez un CSS normalement assez léger. Si vous utilisez des apply, là pour le coup vous allez créer des classes supplémentaires et en plus c'est pas du tout dans la philosophie on va dire Tailwind que de refaire du CSS. Il y a une remarque hyper intéressante de Paul, d'ailleurs merci beaucoup Paul pour le follow. Il dit heureusement que Tailwind ça existe car en tant que dev back j'ai vraiment autre chose à faire que du front. Alors ça je sais pas si c'est justement la bonne approche parce que justement quand tu dis ça c'est potentiellement qu'il y a un truc que tu as moyennement saisi, c'est-à-dire que dans le sens où théoriquement comme on a dit, ça reste du CSS, tu vois. Même si t'es dev back, t'appliques des classes, c'est la même chose que si t'avais fait ça en CSS, tu vois. Enfin, je sais pas, Amadou, si je me trompe ou Je pas. pense que c'est plus pour la maintenabilité, honnêtement. Je sais pas Paul, ben, donne-nous ton avis, mais c'est quand tu fais du dev back et que tu arrives sur le front, le CSS, mine de rien, comme si tu le fais normalement, tu dois quand même bien gérer ton code, bien structurer bien gérer tes classes, et cetera. Donc tu gagnes en maintenabilité, en fait. Voilà, c'est ça. Tailwind égale feignasse. moi, je suis pas dans la tête de Paul, mais enfin, dans ce qu'il dit, je pense que, enfin, ce que j'en comprends, c'est que ben, non seulement il n'a pas à ouvrir de fichiers CSS, Ouais. mais il peut aller très vite. Il n'a pas besoin de créer des classes lui-même en se disant, bon, surtout s'il bosse avec quelqu'un de chiant comme moi qui va lui dire, mais ta classe, elle est mal nommée. Avec Tailwind, tu n'as pas ce problème-là, en Si, fait. mais tu Tu sens viens, que. il y a une liste de classes bien définie, mais tu utilises ça et basta, en fait. Ah, bien sûr. Donc, je pense que c'est quand même un avantage pour les gens qui n'ont pas vraiment envie d'écrire du CSS. Après, ça reste du CSS derrière, mais sinon, en termes de format d'autoring, tu n'écris pas du CSS, tu rajoutes des classes qui existent déjà. Yes, je suis quand même allé chercher quelques petits désavantages, on va dire, de Tailwind. Vous me direz ce que vous en pensez. Benoît, aussi, ce sera peut-être intéressant d'avoir ton retour à toi, puisque bah, voilà, le but, c'est aussi de savoir nos retours respectifs et notre ressenti par rapport à tout ça. Il y a quand même un petit truc
Je suis allé shipper, je me fais l'avocat du diable, là. Le but c'est évidemment d'aller te challenger. C'est peut-être la notion de rétrocompatibilité. Jusqu'à où est-ce que ça prend, puisqu'il y a certains trucs type IE11 et tout qui sont pas du tout compatibles, sauf erreur de ma part. Non, Amadou? Ben, si tu dois supporter IE en 2023, tu as un autre problème. J'en étais sûr. Ok, non mais c'est important. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que je pense qu'il y a quand même certains contextes où, voilà, notamment dans des grands groupes ou autres, où ils se doivent, pour des raisons X ou Y, d'avoir de la rétrocompat. Donc, ben voilà, comment ça. Oui, qui utilise ça, Alexis? Ben, peut-être pas nous au quotidien, mais il y a probablement. Enfin, j'ai travaillé chez IBP comme Benoît. Des fois, dans certains grands groupes, tu peux avoir nécessité d'avoir des rétrocompats. Et puis IE11, honnêtement, moi, quand j'ai commencé, on parlait plus d'IE8. Donc IE11, c'est pas si éloigné que ça. Donc, tenez-en compte quand même dans vos projets. Si vous avez nécessité de travailler dans un grand groupe ou autre, ça peut être quelque chose qui peut être opposé, quoi. Voilà. Après, je pense que ça a changé parce que Microsoft a arrêté officiellement le support de IE11. Yes. Du coup, en tant que grand groupe, ben, si tu utilises IE11, entre guillemets, c'est comme si tu avais des failles de sécurité. Du coup, les grands groupes, la plupart en tout cas, ont arrêté d'utiliser IE. Après, effectivement, il y a toujours des gens qui utilisent de vieux navigateurs. Mais à Air France, par exemple, on ne supporte plus IE. Ouais. Tous les frameworks modernes ne supportent plus IE. Ah, moi, je parlais d'IE11, mais après, moi, ma question, c'est IE11, surtout, hein, oui. voilà, mais c'était surtout de dire aujourd'hui, en termes de rétro, à partir de quand à peu près est-ce que ça prend, ça prend tous les navigateurs, je suppose, enfin, passer IE11, on va dire. De toute façon, c'est surtout souvent IE qui pose problème, hein, on va pas se mentir. Mais après, tout ce qui est Safari et tout, t'as aucun problème de particulier après en termes de rétrocompat ou autre. Exactement. Ça reste du CSS standard. Donc, tout ce qui marche en CSS va marcher avec Tailwind. Donc, peu importe le navigateur que tu utilises, tant que tu utilises un navigateur, on appelle ça les evergreen browsers. Donc, c'est des navigateurs qui se mettent à jour automatiquement. Et d'ailleurs, le CSS évolue vachement en ce moment avec plein de nouvelles fonctionnalités. Et Tailwind suit la marche à chaque fois, parce que ça c'était une question que j'avais aussi, c'est que du coup en utilisant ça, forcément tu t'extrais, on va dire, de toutes les dernières features CSS nouvelles qui peuvent être plutôt cool, quoi, tu vois, t'as toujours un décalage forcément. Pas vraiment en fait, parce que comment on rajoute de nouvelles fonctionnalités dans le CSS, ben, les gens ils en discutent, ils font des propositions, ils font des specs. Donc tout ça, ça prend du temps en fait. Donc ça laisse assez de temps à l'équipe Tailwind de développer ces fonctionnalités. Parfois même, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles dans Tailwind avant d'être disponibles nativement en CSS, parce que les gens de Tailwind, bon, ils font des bidouilles pour que ça marche, quoi. Et Il y a combien de personnes chez Tailwind aujourd'hui, tu sais, Amadou? Comment? Est-ce que tu sais combien de personnes travaillent chez Tailwind aujourd'hui? Je sais pas, mais je Tu pense vois, qu'il y a c'est beaucoup de un gens, truc ouais. personnellement qui peut m'inquiéter, c'est donc Tailwind, c'est une super solution, mais si ça se trouve demain, il va y avoir une autre solution qui va être meilleure que Tailwind, qui va faire pareil que Tailwind, mais en mieux, avec des optimisations bien mieux, et cetera, et cetera. C'est possible, hein, c'est arrivé et ça risque d'arriver, il y a de fortes chances. Donc on a parlé de Bootstrap, par exemple, tout le monde l'a utilisé à un moment donné et puis, d'un seul coup, patatras, voilà. Donc du coup, le risque, c'est quand même ça. C'est tu mets en place Tailwind, mais dans Tu 2 ans, crées il une y a une nouvelle dépendance. solution. Et tu as une dépendance qui est très, très, très forte et là, tu peux pas l'enlever cette dépendance. Ben Tu peux si, pas tu peux. l'enlever, tu es obligé de continuer Bon après, avec. une dépendance comme tu as aussi en te liant à React, par exemple, si tu fais du modulaire, etc. hein, on est d'accord, hein, mais Ouais, voilà. tout à fait, mais c'est une dépendance quand même pour moi qui est assez forte et qui peut, tu peux avoir des réfractaires à cause de ça. Je sais pas si tu l'as eu, tu nous disais lors d'un échange que vous l'avez mis en place dans vos starters de projets chez Air France. Est-ce que tu as dû te battre pour le mettre en place? Tu as pas eu des personnes comme ça qui te disent, Ben, on va pas se nous, mettre c'était cette pas dépendance? compliqué parce qu'à Air Ouais. France, on utilisait déjà des classes utilitaires. Donc, tu sais, dans Bootstrap, comme je disais, il y a beaucoup de classes utilitaires. Les gens, ils pensent que dans Bootstrap, c'est juste j'utilise mon BTN ou ma carte, mais il y a beaucoup de classes utilitaires. Donc, nous, Oui. à Air France, ce qu'on avait fait, c'est on utilisait Angular Material en tant que composant, librairie de composants, et on a rajouté la couche Bootstrap avec sa grille et les classes utilitaires. Comme ça, si on veut rajouter OneShot à un élément, la propriété Display Flex,
ben, on n'ouvrait pas un fichier CSS, on faisait juste des flex. Du coup, Ok. de notre côté, on a juste migré la partie Bootstrap vers Tailwind CSS. Mais ce que tu dis, Benoît, c'est important. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise, hein, parce qu'il y a une entreprise derrière, Oui, qui développe Tailwind fait faillite et c'est ça. qu'ils arrêtent de maintenir Tailwind? Ben, c'est très simple. Tu compiles ton fichier CSS que Tailwind va te générer, tu vires Tailwind, tu gardes ton CSS et la vie continue parce que derrière, c'est du CSS qui est généré. Ouais. Donc, je pense que pour moi, Mm. il n'y a aucun risque. Déjà, euh, voilà, cette entreprise-là a beaucoup de revenus grâce aux kits qu'ils vendent. Je pense qu'ils sont vraiment investis dans ce framework. Donc, je ne vois pas du tout Tailwind disparaître Mm, mm, mm. dans un futur proche. Et cette migration, du coup, dont tu parles de Bootstrap à Tailwind, comment vous avez fait concrètement? Vous avez tout jarté, puis vous avez tout recodé ou comment vous avez fait? Mais dans les applis où il y avait les classes utilitaires Bootstrap, ce qu'on a fait, on a écrit un script Hmm. qui transformait chaque classe Bootstrap en son équivalent Tailwind. Par Hmm. exemple, D-block dans Bootstrap, ça devient Bloc. bloc dans Tailwind. Hmm. Du coup, on a listé toutes les classes qui étaient utilisées et on a fait un simple find and replace et après, c'était fini. Ok, on a une question intéressante dans le chat. Bienvenue à toi, du coup, Slumdog Millionnaire qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Les pseudos sont toujours très étonnants sur Twitch, on adore ça. Il pose la question, mais est-ce que c'est pas de l'open source Tailwind? Si, c'est de l'open source. Ok, Mais en fait, c'est totalement open, mais les gens qui ont créé Tailwind ont créé une entreprise qui s'appelle Tailwind Labs. d'accord. Et du coup, ils maintiennent le framework, mais aussi ils se font de l'argent en vendant des exemples de code qui utilisent Tailwind. Voilà, je pense du coup que tu vas me dire, ouais, vous parlez de personnes qui bossent de Tailwind et de Tailwind qui fait faillite, mais je vois juste 270. Oui, voilà, donc je pense que ça répond effectivement à ta question. C'est plus la notion derrière de Tailwind Labs, puisque forcément, enfin, je suppose, c'est toujours comme ça à l'open source, c'est-à-dire que tu as un projet qui est communautaire, mais derrière, tu peux avoir une entreprise, on va dire, qui va permettre je dirais, de dynamiser la communauté, de toutes les actions marketing autour, de la formation, etc., etc. Et fatalement, même si la communauté sera toujours là pour supporter le truc, il faut quand même, entre guillemets, une tête pensante qui soit là pour driver un petit peu tout ça, quoi. C'est un peu le principe de l'open source. Je reviens avec toi, du coup, Benoît, puisque bah, voilà, Amadou a plus l'aspect, je dirais, groupe. Comment est-ce que, côté PicBeam, du coup, agence, voilà, peut-être, donc, agence, taille plus modeste, comment est-ce que vous avez vécu de l'adoption, parce que ça c'est une vraie question, je pense, c'est l'un des points de friction majeurs. Comment vous avez vécu en interne l'adoption, on va dire, de Tailwind CSS? Est-ce qu'il y a eu des réticences et comment vous avez géré ça? Il y a eu un peu de réticence au début sur la mise en place. On a hésité en fait, hein, pour info, entre la mise en place de Chakra UI et Tailwind. Donc Chakra UI qui est une autre solution qui si tu peux le partager, Anto. Ouais, je vous fais ça. Voilà, qui permet de mettre, qui permet de mettre en place une solution similaire à Tailwind et qui prend bien aussi, hein, sur l'écosystème React. Bon, finalement, une fois qu'on est passé dessus, tout le monde s'y est mis et puis on l'a mis en place et ça tourne bien. Je pense que, ben, on a la chance dans l'équipe d'avoir des personnes qui apprécient le CSS et qui savent en faire. Donc, je pense que c'est vraiment la base. C'est la base, si tu veux commencer à le mettre en place, déjà maîtrise le CSS et tu kiffes l'utiliser une fois que tu sais exactement quelle classe utiliser, et cetera. Faut les connaître en fait. Il y a la Tailwind, il y a une petite montée en compétences, mais très rapide pour connaître les utilitaires de base. Donc, par exemple, les paddings, les margins, et cetera. Moi, le point un petit peu noir que je vois aujourd'hui dans notre utilisation de Tailwind, et c'est une fonctionnalité qu'a rajouté Tailwind, je sais pas, sur la version 2, je crois, c'est l'utilisation des crochets. Donc aujourd'hui, par exemple, si je veux faire un padding, ce qui est bien dans Tailwind, c'est qu'ils ont normé, on va dire, avec des Ouais, c'est des espèces de crochets ouvrants, crochets fermants, et tu peux mettre ouais, non, mais directement ta ce que je valeur voulais en dire, c'est absolu, que quoi.
quand tu fais un padding, par exemple, tu vas faire P-1, P-2, Mm, et ils ont normé le multiple, mm. de base pour pouvoir mettre en place tes différentes classes. Donc les multiples, ils ont fait sur des multiples de 4, donc c'est très bien, ça permet au moins d'avoir une cohérence globale dans son code. Euh, Par contre, on peut avoir, avec cette nouvelle fonctionnalité qu'ils ont fait où tu mets des crochets, tu peux mettre crochet entre crochets 60 pixels. Et donc là, ça te laisse l'ouverture à faire un peu n'importe quoi et perdre de la cohérence globale au niveau de son code. Mm, mm. Donc ça, c'est une ouverture qu'ils ont fait qui est d'un côté bien parce que tu peux faire ce que tu veux, mais qui ouvre trop de possibilités et qui te fait faire, in fine, n'importe quoi, Mm. pour t'adapter, peut-être à des maquettes qui sont mal faites des fois, ou alors, le fait que, il devrait pas y avoir ça tout simplement, on devrait pas utiliser ça. Et je pense que Qu'est-ce que tu en penses, Amadou, si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, ces crochets? Non, franchement, bon, souvent c'est parce que les maquettes ne respectent pas, entre guillemets, le design system de Tailwind avec les fameuses valeurs dont tu parlais. Donc Oui, le fait qu'il y ça a une se passe sorte déjà côté design, tu veux dire, de base. Voilà. Mais moi, si un designer, il me met, par exemple, margin 15,80, et je vais lui dire, mais pourquoi, en fait? Et je vais lui dire, peut-être qu'on peut utiliser 16, parce que ça fait aucune différence. Et 16 pixels, ça existe dans Tailwind, donc je pense que c'est P4, Mmh. quelque chose comme ça. Du coup, c'est comme ça qu'on se rapproche, enfin, qu'on rapproche les deux mondes, en fait. Mmh. Les valeurs qui sont disponibles dans Tailwind et les valeurs que le designer a maquettées. Exactement. Dans la pratique, euh, on utilise peu ce genre de fonctionnalité. Bon, après, je pense que c'est encore une fois une ouverture que les créateurs du framework Tailwind ont Ouais. fait T'es vers obligé, les autres. c'est sûr. Mm. T'es obligé parce que si jamais t'es trop strict sur, comme tu disais, le play par exemple, qui n'était pas dans la philosophie, mais si jamais t'es trop rigoriste, j'allais dire, tu vas avoir un manque d'adoption. Et puis, même si ça représente 2% de ton cas, t'es bien content de l'avoir à ce moment-ci. Après, encore une fois, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'un outil, il est tel qu'il est et il est aussi ce qu'on en fait, tu vois. Donc, tu peux faire n'importe quoi, même dans certains frameworks, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. On a une question. Après, Alors, juste un truc ouais, vas-y, je prendrai par rapport des à remarques ça. après. Vas-y. Bon, moi, j'ai utilisé les crochets pour des besoins hyper spécifiques. J'en ai un, c'est le fait de rajouter, par exemple, des astérix rouges pour dire qu'un champ de formulaire est requis. Mhm. Donc ça, pour le faire avec Tailwind, en fait, enfin, je veux dire, soit tu l'écris en lettres, soit tu utilises du CSS pour rajouter Astérix dans le content. Parce que tu sais, le champ content, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Du, Les du pseudo-éléments, coup, etc. Ouais. voilà, par exemple, si Mm. tu fais ton after, le content, tu peux mettre ce que tu veux. Mhm. Ouais. Et dans ce genre de cas précis, c'est hyper intéressant de pouvoir le faire directement dans le HTML en faisant le content-crochet et tu mets étoile à l'intérieur. Si tu cherches en tout, peut-être dans la doc Tailwind, tu pourras trouver un exemple Ouais. de ce que Ah j'ai ouais, dit, c'est mais pas je mal trouve ça. que c'est super intéressant. Ça te permet en fait de, de faire des choses que tu peux pas forcément faire nativement avec Tailwind, de les faire sans pour autant avoir recours à des fichiers CSS. C'est Je pense quand le même, content, c'est ça que tu voulais que je partage? ouais, le content cherche, C'est ça, peut-être, je suppose, dont tu parles. ouais, bah, voilà, par exemple, ce genre de choses. Tu vois, là, par exemple, cet exemple-là, ça permet de rajouter la flèche là, qui va vers le haut Mhm. au lien, sans pour autant le faire, ouvrir un fichier CSS pour le faire. Ouais. Mmh. Donc, vous voyez dans l'exemple là, là où c'est marqué Pro Display XDR en haut, il y a une flèche qui va Mmh. vers le haut. Ah oui, c'est Mmh. celui-ci là. Ok, cette Voilà, donc partie-là. ça, pour le faire, tu vois, tu peux même pas le sélectionner parce que c'est dans le after. Ouais, ouais. Mmh. Du coup, voilà, là, tu peux, si tu veux, tu peux mettre des émoticônes, tu peux mettre ce que tu veux. Je pense Mmh. que c'est vraiment ça l'avantage de pouvoir, Voilà. entre guillemets, Ouais, pour le générer des choses custom. Ouais, c'est vrai. Pour ok. le coup, pour le content, t'as pas le choix, quoi. Parce que c'est toi qui dois dire ce que tu veux mettre dans ton content, Mm. donc t'es obligé de le faire comme ça. Et parfois aussi, pour les couleurs, tu as des couleurs spécifiques qui sont pas forcément dans ton fichier de config Tailwind. Du coup, je sais pas, si tu veux mettre la couleur de Facebook quelque part sur ton site, cette Mmh. couleur ne fait pas partie de ton design system. Tu peux récupérer le code couleur de Facebook et Tout à fait. l'utiliser comme ça avec un crochet. Voilà.
Alors Amadou, pendant quelques secondes, je te propose, je vais me passer moi ma caméra. J'ai vu qu'il y avait une personne derrière qui voulait passer, donc tu peux du coup dire. Je pense que c'est une proche à toi qui veut passer et moi je vais en profiter pour faire un petit rappel. Donc les amis, je vous rappelle du coup qu'on est présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à follow la chaîne Déclic. Donc on est notamment présent sur YouTube. Je vous partage le lien dans le chat. Je fais ça de suite. Tic tac, je colle le lien, c'est fait. Et je vous rappelle du coup qu'on a sorti une vidéo hier, une vidéo toute récente sur Xano, l'outil Xano qui est hyper puissant, qui va vous permettre de faire du back-end. Alors justement, si vous êtes dev front-end, si vous êtes dev back-end aussi, d'ailleurs ça va vous intéresser, vous pourrez créer des back-end entièrement customisés, donc aussi bien la partie database que après l'API pour consommer votre base de données avec cet outil donc Xano qui est plutôt cool. On a fait donc une vidéo, je vous partage ça très rapidement, je partage mon écran. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, à nous lâcher un petit com aussi parce que nous on aime bien avoir des retours d'expérience pour savoir est-ce que les vidéos est-ce qu'elles sont voilà, assez dynamiques ou autres. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est sur YouTube, donc n'hésitez pas bien sûr. Et puis point d'exclamation social dans le chat si jamais vous voulez avoir toutes les l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels on est présent, donc sur Twitter, sur YouTube, etc., LinkedIn, tout est détaillé là-dedans. Ok, donc je reprends, on va se remettre hop, en caméra. Ah, je suis désolé, il va falloir un petit temps avant que ça revienne parce qu'à chaque fois que je fais des changements de cam, je sais pas pourquoi, il y a des petits freezes et je vois qu'on a encore un invité de plus. C'est ça, ouais. Je vous Euh, présente ma fille, du coup. Est-ce qu'elle est déjà initiée au dev ou pas encore? C'est un peu jeune là, je pense. Ouais, c'est trop tôt, mais je pense qu'elle adore Tailwind. Vu que son papa adore Tailwind. Ouais, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Alexis il dit il y a une future développeuse, je pense, en herbe, probablement. C'est ça. On va revenir sur une remarque intéressante de Paul. Désolé Paul, on a mis un peu de temps, mais voilà, la discussion est assez passionnante et du coup, des fois, on se prend un peu là-dedans. Donc, on a une remarque intéressante de Paul qui dit: de notre côté, la migration Bootstrap Tailwind a été faite en 2 temps. En premier, le back-office et ensuite la vitrine. Le changement pour l'intégrateur a été instantané et ont suivi les devs back. Donc voilà, du coup, le témoignage comme quoi, effectivement, il y a je dirais, un passage possible et une migration possible et qui est relativement aisé, visiblement, entre Bootstrap et Tailwind. Et donc, ce côté un peu dépendance qui n'était pas si compliqué à gérer finalement. Super remarque assez intéressante du coup Paul. Vous avez vécu l'un ou l'autre des migrations comme ça depuis un framework vers un autre ou voilà, de quelque chose vers Tailwind? C'est ce qu'il disait tout à l'heure Amadou, de Bootstrap à Tailwind Ah aussi, ok pardon, j'ai raté, ça roule. en faisant le changement de classe utilitaire. Mhm. Donc, et de mon côté, non. De mon côté, non. Par contre, ce qui est pas mal, ce que j'ai trouvé pas mal dans Tailwind, moi, quand j'ai commencé, sur le premier projet sur lequel j'ai bossé sur Tailwind, c'est un projet sur lequel il y avait beaucoup déjà de CSS. Mhm. Donc c'est compliqué dans ce cas-là. C'était un projet Angular avec déjà beaucoup d'historique et beaucoup de CSS. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir l'implémenter tout en conservant le CSS à côté. Donc ça c'est cool. Donc c'est-à-dire que bon, la migration totale vers Tailwind n'est jamais arrivée parce que c'est trop de taf. Néanmoins, Tailwind a été mis en place, ça a commencé à être utilisé. Donc quand j'ai commencé à l'utiliser, moi j'aimais beaucoup toutes les classes utilitaires pour aller vite sur les paddings, les margins, le flex. Tout ça, c'est des trucs qu'on utilise tout le temps et qui vont vite. Et de temps en temps, je continue à faire mon CSS à côté parce que j'avais pas pris la main sur tous les utilisateurs Tailwind. Mais petit à petit, j'en utilise de plus en plus et du coup, voilà, ça permet de pouvoir gérer les deux en même temps. Voilà. Ok. Et je pense que tu dois avoir le cas, j'imagine, Amadou aussi, quand vous l'avez implémenté, il y a quand même un historique énorme de CSS, peut-être sur certains projets, et tu fais pas une migration Big Bang où tu mets Tailwind partout, quoi. Tu le rajoutes à ton projet sans qu'il casse quelque chose. Du coup, tu migres à ta guise, quoi. Sans pression. Ok. Autre question du coup, alors moi c'est plutôt une remarque on va dire que j'avais pour vous deux, peu importe.
la question de la transition, je dirais, du passage entre le Figma, du coup, moi, c'est une question qui m'intéresse énormément et souvent à laquelle je m'intéresse. C'est le passage, en fait, entre designer et développeur, qui pour moi est quelque chose de clé sur lequel on ne revient pas encore suffisamment, de mon point de vue. Et donc, moi, je l'ai vécu récemment, puisque je me mets à Tailwind depuis un ou deux projets. Mais il n'y a pas encore, j'ai l'impression, suffisamment. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une question de communauté ou quoi? Pourtant, Tailwind c'est quand même très adopté. Il y a quelques plugins, on va dire, qui ont été peu ou prou développés, mais qui sont pas hyper efficaces. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que même si tu fais, on va dire, du bon design de ton côté, avec un design system qui tient la route, quelque chose qui est respecté, qu'on n'a pas des 15, machin. Il n'y a pas trop encore de bascule ou de plugin qui te permettrait, exactement comme tu as aujourd'hui en SAS ou en CSS, tu peux rapidement copier ton code qui n'est pas toujours parfait mais qui peut t'apporter quelques bases, on va dire. Et je trouve que du coup, en termes de communauté encore, du moins au niveau Figma, aujourd'hui je pense que la limite entre designer et développeur front est quand même très poreuse. Il y a beaucoup de devs qui s'intéressent justement à ces notions de design system et toutes ces approches-là parce qu'elles sont hyper utilitaires et très métiers. Et pareil, les designers aussi qui ont une approche très technique et qui, in fine, on voit leur design en fait qui vont être intégrés en fait avec des contraintes dev. Donc ma question, elle est là, elle est de dire aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que de ce côté-ci, il n'y a pas un peu un manquement? Je vais vraiment chercher les détails, on est d'accord, mais c'est pour essayer de creuser parce que moi, à titre perso, et là pour le coup, c'est vraiment premier degré, c'est pas dans le cadre de l'interview. J'ai vraiment creusé et cherché des plugins qui me permettaient très rapidement en fait de passer d'une maquette à des classes Tailwind en tenant compte en fait de ton Tailwind config, etc., en tenant compte de tes variables. Je veux dire, techniquement c'est vraiment faisable. Moi j'ai déjà développé des plugins Figma, c'est largement faisable de te baser sur des variables Figma ou sur des voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu ma question. Ok. Un peu technique, désolé, hein. Non, c'est une excellente question. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu que Figma avait introduit récemment un mode dev. Donc, Yes, dans l'interface Figma, tu peux activer tout à fait. le mode dev. On a fait une Et dans émission les entière sur outputs, ça. On a fait une c'est vrai, émission entière sur ça, donc ouais, je suis à fond Figma, ouais, t'inquiète, je suis à fond. mais dans les outputs, tu peux Ouais. sélectionner Tailwind CSS Nativement dans Figma? nativement dans Figma. Ok. Et du coup, tu vois, bon, après, le code n'est pas forcément propre parce que parfois, il utilise les crochets dont Benoît parlait. Mhm. Mais sinon, tu peux voir les classes CSS, enfin les classes Tailwind qui sont générées dans le plugin, Directement dans le. Ok. directement depuis Figma. Ok, ça roule. Voilà, ça c'était une question, du coup, c'est cool si c'est intéressant. De toute façon, je pense que vu que la solution prend de plus en plus d'ampleur, fatalement, ils vont forcément en tenir compte. Donc voilà, on a Paul qui nous met dans le chat exact, le manque de plugins, c'est le premier rejet. C'est le premier rejet de chef de projet. Je veux bien que tu détailles un petit peu plus si jamais. J'ai pas trop, j'ai compris la première remarque, mais pas forcément la seconde. Ok. Et alors, autre question aussi que je m'étais mis en place. Vous, du coup, vous utilisez un design system côté Air France ou pas forcément? Alors, Air France, c'est trop vaste. Ouais. Du coup, actuellement, là, par exemple, moi, je travaille sur le site flyingblue.com. Mhm. Du coup, sur flyingblue.com, on a notre propre design system et notre propre designer, du coup, qui fait des choses qui sont plus ou moins proches du Tailwind CSS. Au début, c'était un peu compliqué parce Mhm. qu'il n'était pas au courant. Après, on s'est mis d'accord pour qu'il se rapproche de ce que Tailwind fait nativement. Après D'accord. aussi, on peut personnaliser notre fichier de config pour rajouter des choses qui manqueraient nativement dans Tailwind. Donc, la collaboration se passe très bien. Après, il y a d'autres projets où il n'y a même pas de designer. C'est plus open bar, quoi. Mais tu Mais peux embarquer, sinon, toi, aujourd'hui, dans la mise en place de design system, tu es tout à fait capable d'embarquer du Tailwind à l'intérieur d'un design system, du coup. oui. Mais aujourd'hui, si pour tous les projets B2E à Air France, la stack technique, c'est Angular, avec Angular matériel pour les composants et Tailwind CSS pour les classes utilitaires. Ok. Donc de base, un nouveau projet qui démarre, en 5 minutes, il a tout le setup qu'il lui faut avec ces trois choses dont je viens de parler. D'accord. Ok.
Est-ce crois qu'il le que... montre quand même le truc sur Figma. Je suis en train de regarder en parallèle, ça va Ouais, très bien. mais alors je peux essayer d'ouvrir un Figma hein, si jamais, Ouais, vas-y. rapidement. Je fais ça, mais je veux juste pas. Je vais regarder vite fait Ouais. que ce soit des projets sur lesquels on ne soit pas. Enfin, des projets en perso, on va dire, qui soient pas trop Tu mets le sensibles. projet de Figma, de Pigbeam si tu veux. Ouais, ok, je vais regarder ça. Pendant que je cherche, est-ce qu'il y aurait des cas, alors soit Benoît, soit peu importe, l'un des deux, vous pouvez répondre à cette question. Est-ce qu'il y aurait Ouais. des cas particuliers où vous déconseilleriez quand même l'utilisation de Tailwind? Est-ce que c'est possible ou pas? Je vous donne un exemple. Moi qui suis fan de web créatif, où il y a du CSS ultra avancé avec des animations ultra avancées, est-ce que ça fait sens ou pas d'utiliser Tailwind? Voilà. Est-ce qu'il y a des cas comme ça, peut-être, un peu annexes certes, mais qu'on pourrait citer, dans lesquels vous déconseilleriez l'utilisation de Tailwind ou pas du tout? Moi, je pense, enfin, pour commencer, je te laisserai compléter Amadou. Moi, je pense pas. Je pense que même sur des projets créatifs où tu as besoin de beaucoup d'animation, etc., comme je disais tout à l'heure, tu peux utiliser Tailwind pour toutes les choses qui vont être nécessaires, qui vont être simples, rapides, où tu vas pas avoir nécessité de créer des classes. Et puis, si tu as des trucs compliqués à faire, quand tu continues d'utiliser du CSS à côté, fais des trucs compliqués. Mais je vois pas de limitation comme ça sur des projets où tu pourrais ne pas l'utiliser. Mais je pense la même chose que toi. Si tu as besoin de faire du JavaScript pour faire tes animations, effectivement, il y a des limites. Mais pour moi, à chaque fois que tu peux utiliser du CSS, tu peux faire du Tailwind CSS. D'accord. Ok. J'ai le projet sous la main, je peux partager vite fait mon écran du coup. Hop, je partage. Voilà. Donc ça, on est dans un cadre du coup de Figma. Donc le dev mode auquel faisait allusion Amadou est effectivement ici en haut à droite. Vous pouvez cliquer et passer en mode dev. Et donc là, à partir de là, comment est-ce que tu peux... Donc je suppose que c'est au niveau des properties. Là, on a le CSS. Alors nativement, il n'y en a pas. Moi, je sais que j'ai ajouté quelques plugins qui te permettent justement d'avoir accès à Tailwind, Tailwind JSX. Tu vois, donc par exemple Tailwind. Et là, tu vas avoir normalement les propriétés qui vont apparaître. Voilà, donc en code. Donc si c'est par Là, exemple, je sais pas moi. justement, du coup, Ouais. Imaginons que là, je sélectionne. Ouais, vas-y. ce que tu avais sélectionné tout à l'heure, Ouais. on avait vu dans la partie code. Voilà, là, tu vois, ça, c'est du Tailwind CSS. Je ne sais Ok. pas si vous reconnaissez les classes Alors, Tailwind. ça, par contre, pour l'information, c'est pas natif. Là, c'est vraiment un plugin que j'ai rajouté moi. Je te le Non, dis. mais je te dis, ça, c'est Figma qui le fournit, ça. Ah ouais, ce plugin-ci. Oui, Ok, d'accord. Et alors, c'est avec le mode dev. Parce que moi, j'ai d'accord. pas de plugin Figma et je l'ai. Ok, bon, ou alors c'est peut-être moi qui suis qui est pas à la dernière version, je sais pas, mais ok. Et parce que, alors effectivement, moi ça, j'avais testé, j'en ai testé même plein des petits plugins comme ça qui te permet de générer derrière le truc. Le seul problème, c'est que tu vois, par exemple, si je sélectionnais un texte, par exemple, j'avais souvent décroché déjà, et ensuite il tenait pas spécifiquement compte, par exemple, de si jamais, je sais pas, moi j'ai un config particulier avec des valeurs de variables ou autre, mais voilà, le principal problème c'est surtout ça, c'est que c'était pas encore hyper clean, même si déjà ça te prémâchait le travail, tu vois. Voilà. Donc voilà. Mais dans tous les cas, je pense que c'est des choses qui vont forcément être de plus en plus performantes, on va dire, vu qu'ils ont déjà de l'export CSS qui est efficace. Je vois pas pourquoi techniquement parlant, ils n'arriveraient pas à faire ça sous format Tailwind directement, tu vois. Mais moi, s'il y a des gens qui travaillent chez Figma, je leur suggère même de développer quelque chose qui prend en entrée un fichier de config Tailwind et qui permet de l'utiliser directement dans Figma, quoi. Ouais. J'en ai un si jamais tu veux tester, mais tu vois, c'est celui-ci, Figma Tailwind CSS, qui est très très bien justement parce que en fait, en gros, il va directement aller récupérer tous tes styles Figma, te les suggérer dans les couleurs, donc tu peux faire des petits updates si jamais. Ensuite, tu fais Next. Il va te lister toutes les typos, les tailles de font size, donc tu peux dire vu que c'est en REM, tu peux dire directement, imaginons ma fonte route, on va dire c'est 16 pixels et il scale automatiquement là-dessus. Et en fait, bon voilà, donc tu as toutes les propriétés, etc. Next, next, next. Et là, tu arrives effectivement avec ton Tailwind config, donc tu n'as plus qu'à le copier, le coller et c'est parti, tu peux démarrer. Donc ça, c'est vraiment puissant. Mais même si ce plugin était très très cool, d'ailleurs, c'est peut-être celui-là, dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'il s'appelle Figma Tailwind CSS. Le seul problème que j'aurais reproché, c'est qu'effectivement, l'inspection n'était pas encore ultra efficace, même si ça te prémâchait déjà un peu le travail, tu vois. Il y avait des trucs sur lesquels, des fois, c'était pas encore ultra efficace, mais je pense que c'est des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure dans tous les cas, quoi. Tu vois.
Voilà. Ok. Est-ce que j'avais d'autres petites questions? Benoît, si t'en as, évidemment, n'hésite pas, parce que je pense que vu le temps qui passe, si jamais on veut passer un peu sur la partie tooling, on va arriver un peu à terme de cette partie débat. Non, je Peut-être. pense qu'on a fait on a fait le tour. Juste une Ouais. dernière petite Vas-y. question pour Amadou, vu que tu es dans la communauté Angular. Qu'est-ce qu'ils en pensent dans la communauté Angular? Est-ce qu'ils préconisent est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils préconisent de l'utiliser par défaut avec Angular? Je sais que tu as écrit un article dessus sur comment mettre en place Tailwind avec Angular. Qu'en est-il de ce que tu sais? Ben, je pense que aujourd'hui la communauté a adopté Tailwind, qu'on soit dans la communauté Angular ou dans la communauté React. Hmm. Je ne connais pas un framework moderne qui n'a pas ajouté le support à Tailwind CSS. Même les frameworks qui viennent juste de sortir comme Astro, ben, ils s'intègrent nativement, ils ont tout ce qu'il faut pour avoir le setup Tailwind CSS. Ok. Tailwind CSS, c'est devenu même un non-sujet en fait. Ouais. Voilà. J'avais fait un talk qui s'appelait Tailwind ou le futur du CSS. Si je devais faire le talk aujourd'hui, je pense que ce Ça serait serait le présent, Tailwind, ouais, le le présent. présent, quoi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, Tailwind, c'est le présent du CSS. Je partage, je prends le lien justement de la conférence, parce que du coup, bah, évidemment, pour préparer je dirais cette mensuelle, Voyons Amadou, hein. Il voilà, arrive à voir le futur je à suis allé l'avance. voir. Je vous mets du coup le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse. La conf est assez cool. Ok, bah écoutez, c'est pas mal. Il est 17h55. On va conclure cette table ronde. Merci, c'était intéressant du coup de brosser un petit peu tous ces aspects et surtout d'avoir un côté, je dirais, rétrospective et retour d'expérience. Donc, bien sûr, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer. On va conclure très rapidement sur une dernière partie de cette mensuelle avec des petits partages d'outils, des tests d'outils. Donc, on a deux outils qu'on aimerait vous partager, Benoît et moi-même. Je peux commencer ou est-ce que tu veux commencer, Benoît? Comme tu veux. Je peux commencer. Je Vas-y, peux commencer. je te laisse partager ton écran du coup. Ouais, alors, on va essayer de faire rapide pour que Amadou puisse voir. Je voulais vous partager un petit outil que Alexis m'a partagé, qui est dans le chat, qui est un terminal qui s'appelle Warp, je sais pas comment vous l'appelez comme vous voulez, Warp. C'est un terminal un petit peu moderne qui rajoute de l'intelligence artificielle dedans, et vous allez voir, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont plutôt cool, qui sont rajoutées, qu'on retrouve pas dans d'autres terminaux. Donc, sur le site, vous pouvez l'installer directement, hein. Il y a, voilà, une petite, il y a les avantages qui sont présentés ici, et puis vous avez une vidéo de présentation. Vous pouvez aller voir tout ça. Je veux juste vous montrer. Donc, moi, je l'ai installé, je l'utilise, je le teste depuis quelques jours. En gros, donc qu'est-ce qu'il y a de pas mal sur cet outil? Donc, ça se présente comme un terminal classique, OK, donc c'est une solution qui est construite avec Rust et qui est compatible à la fois avec Bash, avec Fish et avec ZSH. Donc ça, c'est plutôt cool. Première fonctionnalité que j'aime bien, donc je suis sur un dossier là, ici. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être zoomer un petit peu. Tac, 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 comme ça on verra bien. OK. Donc, un truc qui est trop chiant sur les terminaux, quand tu écris quelque chose, donc par exemple, je fais npm install, blablabla. Là, si je vois que je me suis planté, que j'ai mis 2 L. Comment je fais pour revenir? Je suis obligé de revenir sur la plupart des terminaux comme ça, tac, 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 et je fais enlever. Là, ce qui est pas mal sur ce truc, c'est qu'il y a un vrai caret, donc tu peux bouger et tu peux te déplacer comme ça. Tu peux même double-cliquer et choisir un élément que tu vas modifier directement. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont ça, ils ont aussi, tu peux avoir un multicurseur. Donc, typiquement, si je fais un npm install, là, ici et ici, de 2 trucs, voilà, et que j'ai oublié de mettre -s pour dire que je veux sauver. Tac, ça, c'est possible. Je peux, alors, c'est CTRL-G, je crois, commande G, tac, voilà. J'ai mon truc ici et je peux venir ajouter directement ici. Donc ça, c'est pratique. Et l'autre truc qui est sympa, c'est qu'en fait, ils ont découpé toutes les réponses. Donc, à chaque fois que tu dis quelque chose à ton terminal, tu as des blocs, en fait. Tout ça, c'est des blocs. Et je peux remonter dessus comme ça. Voilà, je peux les sélectionner. Et ça, c'est plutôt cool parce que, d'une, ça permet de faire du CTRL F directement à l'intérieur de ton bloc. Donc ça, c'est bien.
Et ça te permet de pouvoir faire des trucs comme, quand tu as une erreur, typiquement, tu as des fonctionnalités ici, tac, ouais, tu peux copier le prompt et tu peux le partager assez facilement. Donc ça c'est plutôt bien et tu peux même le share, donc tu as un bouton share, voilà, qui va te permettre de créer un lien. Donc exemple, on va créer un lien, tac, je copie, je vais sur Chrome et voilà et je peux partager, voilà, le prompt que j'ai fait et je peux le partager à quelqu'un. Comme ça, il peut voir l'erreur que j'ai et on peut se le partager sur Slack ou autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre point, vous avez vu sur le côté, il y a Warp, AI là, donc ils ont intégré, voilà, un connecteur directement avec, ChatGPT, qui peut être intégré directement sur lequel on peut parler directement ici. Donc lui, il va te dire des questions, tu peux lui poser des questions ici et dès que tu as une erreur, donc alors on va essayer de faire un exemple. Donc je suis lié à ce code. Alors je vais péter juste cette ligne et je vais faire un npm install. Donc vu que j'ai cassé le package.json, il devrait me mettre une erreur. Ouais, voilà. Donc là j'ai une erreur et là en fait j'ai un petit bouton ask warp AI, tac, qui me prépare le code, un petit message pour dire voilà, j'ai lancé npmi, j'ai cette erreur, comment je fais pour le fixer? Tac, je lance et il me génère une réponse directement en me disant bah, il y a une erreur à telle ligne, il faut aller le corriger dans le package.json. Ok. Ça c'est bien et on peut l'utiliser aussi directement ici. Donc typiquement si je veux mettre, on peut lui poser des questions. Comment je fais pour installer mes dépendances? Bon, normalement tout le monde connaît la réponse. Mais... Tac, et je fais mince. Je me suis loupé, on va refaire. Comment faire pour installer mes dépendances? Tac. Ok. Et là, voilà, il me suggère un truc, pip install. Bon, bah, c'est pas bon. Sur mon projet. Rajoute Le avec gros NPM. fail. Oui, voilà, ou avec Voilà, NPM. npm install. Voilà, et comme ça, il te donne des réponses instantanées directement et tu peux utiliser la commande en fait. Tu peux cliquer dessus après et faire ton npm install. Donc, typiquement, on peut mettre une autre question. Comment faire pour lancer un serveur local sur mon projet? Tac, il le regarde et voilà, il te dit, tu vas dans ton projet, tu fais npm run dev. Ok. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié de montrer? Je m'étais mis quelques notes. Tac, tac, tac. Non, c'est tout. Et tu as de l'autosuggestion qui est cool. En gros, si tu fais CD, voilà, tu as la prévisualisation directement des différents fichiers. Donc, voilà, tu peux te déplacer comme ça assez simplement. Donc vraiment cool comme terminal. Donc ceux qui veulent tester, n'hésitez pas. Ça fait gagner du temps et vraiment la killer feature moi, que je trouve, c'est de pouvoir, qui est tout le temps trop chiant quand tu es là comme ça, que tu as écrit tout ça et que tu vois que tu Ouais, t'es que tu dois le planté, tu es refaire. obligé de, Mm. t'es obligé de revenir. Ça, franchement, c'est vraiment bien, quoi. On Voilà. a Silver le dev qui est présent dans le chat, coucou à toi, un collègue streamer, et qui nous dit effectivement qu'il l'utilise aussi tous les jours et qu'il en est plutôt content. Faut Ouais. savoir que Silver vomit sur à peu près tout ce qui existe en matière d'IA et visiblement maintenant il en utilise. Voilà. Ah, mais C'est- je suis d'accord, l'IA, ça sert pas à grand-chose en vrai. L'IA, c'est bien que l'IA, tu lui poses la question, bon, ça t'aide un petit peu, c'est un peu mieux, mais Ah non, mais bon, Silver lui c'est honnêtement, l'IA en général qu'il aime pas. Hein. Ok, non, bah, mais cool comme ça fait démo. quand même, ça fait quand même gagner du temps. Ok, bah Voilà, super, donc je vous très très invite à cool. l'utiliser. Ouais, parce que déjà de base, le côté, sans parler d'IA, le côté Wrap, enfin, l'utilitaire en soi avant qu'ils implémentent cette partie IA était déjà très très cool et voilà, et plutôt utilisé par pas mal de monde, quoi. Ouais. Bah, cool, merci beaucoup du coup pour ce petit tool partagé. Donc je vais également vous en partager un avant qu'on conclue là-dessus, donc ça va être assez rapide aussi. Donc en gros moi je vais vous partager un outil, j'en avais parlé je crois une fois sur une matinale mais j'avais pas eu trop le temps de véritablement le montrer, aller dans le détail, donc je vous partage mon écran. C'est un outil qui s'appelle Jamdev, j'en parle assez régulièrement parce que je le trouve super cool.
Donc jam.dev, ça c'est le site sur lequel vous pouvez retrouver en fait, créer votre compte, etc. Donc en fait c'est une extension que vous allez pouvoir utiliser et qui va vous servir. Donc là je m'adresse à peu près à toute la population présente en agence, parce que ça va aussi bien concerner les devs, potentiellement les designers aussi qui vont recéter, et voilà, toute la partie gestion de projet également, product owner, etc. etc. Cet utilitaire en fait va vous permettre de faire, c'est un bug tracker, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de traquer des bugs si jamais vous en avez, mais qui est vachement plus poussé que ce dont on a l'habitude. Donc j'ai pris cet exemple de site, peu importe, c'était plus pour le test, on s'en fout. Imaginons que j'ai développé ce site, je suis chef de projet et j'ai envie, je vois que par exemple j'ai une typo qui apparaît ici et qui n'est pas bonne par exemple, et j'ai envie du coup de remonter tout ça auprès de la prod, auprès de mes devs. En fait, donc c'est cette petite fraise JamDev, c'est une extension que vous allez pouvoir installer. Donc si vous cliquez ici, en fait vous avez la possibilité soit de faire des screenshots, donc on va commencer par là. On va utiliser le screenshot et on va pouvoir venir ici sélectionner directement en fait l'endroit. À partir de là, ça va m'ouvrir une page. On peut inclure ou pas le full screen screenshot, mais bon, moi de base je vais pas l'inclure. Et puis après, je peux faire voilà un petit dessin en disant voilà, je vais lui dire j'ai problème de typo par exemple, problème de typo, voilà. Et je vais, alors j'ai plein d'autres trucs, je peux faire des flèches, des trucs, des machins, voilà, je peux mettre des pièces jointes évidemment à chaque fois que je mets un commentaire. Là il va y avoir tout le feed en fait d'échange, on va dire, sur le bug. Je le crée, ok, là vous allez me dire, bon il n'y a rien de fou, c'est quelque chose qui existe déjà plus ou moins. Là où JamDev va se distinguer, là où ça va être intéressant, c'est que effectivement il va m'ouvrir mon petit jam que je viens de créer, et là où c'est ultra intéressant, surtout pour les techs, c'est que vous avez non seulement votre petite conversation en haut sur laquelle vous pouvez reply bien évidemment, mais en dessous vous avez tout un tas d'informations hyper intéressantes, c'est-à-dire que vous avez toutes les informations de base sur quelle URL ce bug a été reproduit, le timestamp, sur quel device évidemment, sur quel voilà, là par exemple c'est sur macOS, le browser avec sa version, dans quelle résolution, enfin dans quelle définition pour être plus précis, bon le pays, mais bon on s'en fout un peu, et ça va encore plus loin, vous pouvez regarder ce qui s'est passé dans la console au moment où ça a été screené. D'accord, donc ça c'est relativement puissant parce que vous pouvez voir directement les erreurs. Voilà, en tant que CP, des fois, vous allez remonter une erreur, mais vous n'allez pas dire peut-être dans la console j'ai telle erreur, machin. Là, vous avez en fait vraiment un screen, un historique directement. Oui, c'est gratuit, Silver, pour la question. Vous avez directement en fait enfin en tout cas, il y a une base gratuite, ça va être du freemium. Après, je pense que si tu montes, tu dois avoir nécessité à payer, mais de base, déjà, tu peux l'utiliser en gratuit. Et tu peux voir effectivement, ah ouais, il y a même une fonction User Activity, tu peux filtrer directement. Voilà, tu as tout un tas d'infos dans ta console. Tu as également ton network, donc tu peux voir tout ce qui passe. Et après, bon, ils ont rajouté aussi une fonctionnalité évidemment d'IA dans laquelle il va analyser en fait, voilà, je vais lui dire ok, analyse le bug qu'on vient de me remonter. Et il va me dire, ah, il semble que ce soit un problème de typo, donc vous pourriez le résoudre comme ci, comme ça. Il va te suggérer, en fait, voilà. Il dit, par rapport au rapport, j'ai l'impression qu'il y a un problème de typo, vous pouvez suivre ces steps, mais bon, ça reste de l'ordre du gadget. De base, ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est qu'on aura effectivement cette notion de network et de console qu'on n'a pas quand quelqu'un nous remonte un bug. Et là où c'est assez puissant, c'est que là, je vous ai fait un screenshot, mais vous pouvez aussi faire des vidéos. Donc, si je reviens sur ma page ici, je vais dire, par exemple, je veux record mon tab, donc il me fait un 3, 2, 1. Et là, je vais avoir toutes mes animes qui passent. Voilà, donc je vais pouvoir enregistrer une vidéo pour reproduire un bug. Et là, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'une fois que ce sera fait, le développeur réceptionne, il peut voir en direct en fait la capture d'écran. Mais en plus de ça, il va avoir accès à tout ce qui se passe en temps réel sur la console et le network, tout ce qui passe. Donc vous voyez, là, je réceptionne mon jam, je suis dev, je peux lire ici et je vais dans ma console ou dans mon network et je peux voir en fait ce qui se passe au moment où il y a un bug. Et ça fait en fait, ça suit un peu tout ce qui se passe. Donc ça, c'est ultra pratique, ultra puissant. Bien évidemment, dans votre back-office, après, vous aurez accès directement à tous les jams que vous avez créés, et puis vous pourrez reprendre vos liens, etc., etc.,
pour les partager de façon très simple. Donc moi, c'est vrai que c'est un outil JamDev que je trouve relativement cool, qui n'est pas peut-être encore hyper adopté chez tout le monde, mais pour faire du bug tracking, c'est très très cool. Et petite nuance aussi qui est hyper importante, vous allez directement pouvoir, une fois que vous avez, j'en ai pas forcément parlé, mais quand je suis dans mon jam, dans mon bug, on va dire, on peut directement l'envoyer en fait sur Asana, sur GitHub, sur Jira, sur ce que vous utilisez de base, sur du Slack ou autre, pour pouvoir faire un lien direct si vous utilisez d'autres outils, on va dire, annexes. Voilà. Donc c'est un outil très très cool. N'hésitez pas à le tester parce qu'en gratuit, déjà, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez tester. Et puis, voilà, évidemment, à le soumettre dans vos entreprises respectives si jamais vous êtes convaincu du potentiel. Voilà, donc JamDev et Wrap, du coup, c'est Wrap, je me trompe pas le nom que tu as Ouais. présenté, du coup, Benoît. Wrap. Ouais, D'accord. c'est un peu ça, Silver. C'est le Ah, Loom du dev, mais vraiment en vachement plus puissant. Voilà, il y a vraiment tout ce côté network et tout qui est hyper intéressant, toutes les erreurs dans la console et tout. Donc ça, c'est vraiment mortel. t'as l'intégration, les intégrations avec les outils tiers là, Ouais, je vois qu'il y a Notion aussi. ouais, j'ai vu. Tu l'as dans la partie gratuite ou pas? Bonne question. Attends, je vais regarder. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je n'ai pas. Tic tac, GitHub. Je n'ai pas. Oui, t'as des intégrations en Ouais, fait. mais j'ai pas connecté en fait aucun compte, donc il faudrait que je vois. De base, donc je vois que j'ai Asana, ClickUp, GitHub, Jira, Linear, Slack. J'ai pas vu par contre. J'ai Notion, ouais. Je j'ai suis dans pas la vu doc, Notion. il y est, ouais. Il y est? Bon, Il ok. Après, je sais pas, faut voir par rapport au prix. Fais voir, attends, on va regarder la page pricing, histoire de pas dire de bêtises. Tac. Je peux vous partager ça vite fait. Donc de base, vous avez Unlimited Jam, vous pouvez vous connecter aux intégrations et vous n'aurez aucune expiration. Et quand vous payez ensuite, donc c'est 10 $ par utilisateur par mois. Je pense que c'est la notion d'équipe. Voilà, il y a les permissions, il y a un team workspace et voilà, une notion de collaboration. Et après, il y a un mode entreprise. Donc, il faudra aller voir un peu dans le détail. J'avoue que je ne suis pas non plus allé partout. Et fais voir au niveau de la doc, est-ce qu'on nous dit du coup les intégrations? Je sais pas. Tu l'as Ouais, vu en dans quel fait, endroit? je viens de lire, ils te mettent qu'il y a Notion, mais t'as pas une intégration directe où ça va te pousser dans ton board. C'est-à-dire que il te le met, tu peux faire Ouais, un c'est un embed. copier-coller Hmm. et ça va te Ok. l'intégrer. Ok. Bon, enfin, c'est cool, tu vois, parce que tu as un embed avec tous les retours. Je sais pas si ça se voit bien là sur le stream, mais tu vois, Oui, tu crées un embed et tu as directement la petite fenêtre qui s'affiche. Donc, c'est plutôt cool. c'est cool. Ouais, sous stéroïde, c'est exactement ça, Silver. C'est vraiment un Loom sous Ouais, stéroïde pour les devs. c'est ça. Voilà pour le test des outils qui marque du coup la fin de notre première mensuelle.